Nouveau à cette invitation pour ce deuxième temps en ligne qui sera consacré là davantage au recrutement. L'objectif, c'est vraiment de vous faire prendre conscience d'un mécanisme en particulier qui peut conduire à la discrimination dont on a parlé la semaine dernière. Et je pense que cette prise de conscience peut vraiment permettre de prendre du recul sur ses propres pratiques et peut-être de les remettre en cause pour plus d'objectivité face aux candidats et aux candidates que vous pouvez être amenés à rencontrer. Alors, j'ai retenu deux grands axes pour cette deuxième partie. Le premier axe, c'est de vous présenter ce mécanisme qui sous-tend la discrimination et qui peut amener tout un chacun à discriminer sans vraiment s'en rendre compte et surtout sans qu'on en ait l'intention. Et puis, dans un deuxième temps, alors vous proposez quelques techniques simples pour rester le plus neutre possible lors d'un recrutement. Alors, rien de magique, rien d'extraordinaire, mais des choses très simples et très précises auxquelles on peut se raccrocher en quelque sorte pour garder cet esprit de neutralité et d'objectivité dans le recrutement. Alors, on va donc, dans un premier temps, s'intéresser à ce mécanisme qui peut sous-tendre la discrimination, et on va parler dans un premier temps de catégorisation sociale. Donc, en fait, pour mieux comprendre l'environnement qui nous entoure, on a tendance à le simplifier en classant, en rangeant, entre guillemets, les individus selon des critères. Et dans un deuxième temps, on a tendance aussi à prêter à chaque groupe d'individus des caractéristiques particulières. Alors, par exemple, on peut prendre le groupe de demandeurs d'emploi. Donc, la caractéristique commune de ce groupe, c'est des personnes qui sont à la recherche d'un emploi et auxquelles donc, certaines personnes vont associer systématiquement une caractéristique, donc par exemple le refus de travailler. C'est ça le processus de catégorisation. Donc il permet en fait de regrouper des personnes alors qui sont similaires ou qui nous paraissent similaires. Et cette simplification, elle augmente en fait deux perceptions. Elle augmente la perception des différences entre les catégories, parce que ça entraîne forcément un effet de contraste entre les différentes catégories. Et cette simplification, elle augmente aussi la perception de similitude, mais cette fois-ci à l'intérieur d'une même catégorie, puisque à l'intérieur de la catégorie, on a un effet d'assimilation, puisqu'on peut retrouver les mêmes caractéristiques attribuées à ce groupe d'individus. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ces regroupements, pour catégoriser? Eh bien, on utilise des critères qui prennent en compte certaines dimensions que l'on a vues la semaine dernière, comme par exemple la couleur de peau, le sexe, l'appartenance religieuse, l'origine. Voilà, tous ces critères que l'on a vus la semaine dernière. Alors, lorsqu'on attribue des caractéristiques à un groupe précis et qu'on les généralise à tous les membres de ce groupe, la catégorie, elle devient stéréotype. On a vu ce qu'était un stéréotype la semaine dernière, par l'exemple simplement, mais on ne l'a pas défini précisément. Donc, on va voir ce que c'est vraiment ce stéréotype. Alors, le stéréotype, c'est ni plus ni moins une croyance, c'est une conviction qui est socialement partagée. C'est ça qu'il faut retenir encore une fois, sur les caractéristiques de différents groupes d'individus. Donc, en fait, c'est une opinion toute faite que l'on porte sur un groupe de manière extrêmement simplificatrice, à titre permanent. C'est que le stéréotype est quelque chose qui perdure dans le temps, et c'est cette opinion toute faite, elle va être généralisée à tous les membres du groupe.
Et donc, à ce moment-là, le stéréotype, c'est comme une espèce d'image, d'espèce de filtre qui va s'intercaler entre notre perception du monde et la réalité, puisque le stéréotype, en règle générale, est tout sauf la réalité. Donc, en fait, on peut dire que le stéréotype, c'est un raccourci de la pensée, et surtout, le stéréotype ne tient pas compte des différences individuelles, puisque n'oublions pas, nous sommes des individus, donc nous sommes des personnes toutes différentes les unes des autres, même si on peut avoir des points communs avec d'autres personnes. Alors, on va passer à un exemple précis pour bien vous faire comprendre le stéréotype. Simplement ne pas oublier que le stéréotype est souvent négatif, qu'il est basé soit sur des informations fausses ou incomplètes et qu'il généralise et simplifie. Et donc, encore une fois, il ne tient pas compte des différences individuelles qui vont être utiles notamment lors du recrutement, ces différences individuelles. On passe à quelques exemples de stéréotypes. Vous en connaissez certainement beaucoup, vous avez dû en entendre. Et voilà, vous avez peut-être déjà entendu ces exemples que je mentionne ici. C'est vrai qu'il est assez commun d'entendre dire qu'un homme aura plus de poigne pour animer une équipe difficile ou gérer des publics agressifs. Il est commun aussi d'entendre que les plus de 50 ans ne connaissent rien aux nouvelles technologies. Vous avez certainement dû entendre aussi parfois que les personnes immigrées viennent en France uniquement pour bénéficier des aides et qu'elles ne souhaitent pas travailler. Un autre stéréotype que l'on entend aussi fréquemment, c'est celui qui consiste à dire qu'une femme qui a des enfants sera forcément moins disponible, moins impliquée dans son travail et sujette à beaucoup d'absences. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais qui vont vous permettre de bien cerner ce qu'est le stéréotype. Voilà. Alors, le stéréotype, il est vraiment à fuir, et je le souligne et je le surligne, puisqu'il a en effet, en règle générale, des effets négatifs. Puisqu'il colle en quelque sorte des étiquettes sur les personnes, eh bien, il va les enfermer dans des normes, dans des rôles, et donc il va limiter leur marge de manœuvre, leur choix, il va limiter la liberté des individus, et puis donc, au bout de la chaîne, il va créer des inégalités. Et puis, comme on l'a vu la semaine dernière, il peut engendrer du sexisme, du racisme, de la discrimination, entre autres. Donc, le stéréotype est à fuir, mais le problème, c'est qu'il est très, très, très difficile à fuir et on va voir pourquoi. Et il est difficile à fuir pour tout un chacun, hein. Même moi qui suis vraiment dans le sujet, je me suis surprise à être piégée par les stéréotypes. Donc là, on allume le gyrophare et attention, attention. Alors, pourquoi effectivement le stéréotype est difficile à suivre, est difficile à fuir, pardon. Alors, le stéréotype, il se caractérise par une résistance aux expériences, par une résistance à la réalité et à la raison. Donc, le stéréotype, il est très, très résistant. Pourquoi? Bien parce que le stéréotype, il est ancré, les stéréotypes sont ancrés en nous dès la petite enfance, hein, par notre entourage. Il est résistant, le stéréotype, parce qu'il se faufile partout, parce que tout le monde a des stéréotypes, et puis parce que les stéréotypes sont relayés par tous, et notamment les médias, hein, notamment la publicité, pour ne citer qu'elle. Et puis, le stéréotype, il est résistant et difficile à fuir parce que sans le vouloir et sans en avoir conscience, eh bien, on va entretenir des stéréotypes parce qu'on a tendance à se tourner vers tout ce qui nous conforte, vers tout ce qui conforte nos croyances. Et même si à un moment donné, on est confronté à une situation qui contredit cette croyance, on va se dire que c'est simplement une exception.
et on va continuer à entretenir, à croire à ce stéréotype, à l'entretenir et à le relayer. Donc, encore une fois, attention, parce que le stéréotype, il peut vraiment prendre le pouvoir sur notre perception des choses et sur nos actes sans qu'on en ait conscience et sans qu'on le veuille. Donc ça, c'est très, très important, d'abord, de prendre conscience de ses propres stéréotypes. Deuxième étape de ce mécanisme qui sous-tend les discriminations, c'est le préjugé. En fait, lorsque l'on utilise un stéréotype, lorsqu'on le met en œuvre, ce stéréotype, pour porter une appréciation sur une personne, là, le stéréotype, il devient un préjugé. On n'est plus à porter ou comment dire, on n'est plus sur de la généralisation, à porter des caractéristiques sur un groupe de personnes. Là, avec le préjugé, on porte une appréciation, un jugement sur une personne qui forcément appartient à un groupe, bien sûr. Alors, le préjugé, donc, il se fonde sur un ou plusieurs stéréotypes et puis il va aboutir à un jugement de valeur et qui est, comme le stéréotype, généralement dépréciatif. Et puis, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que ce jugement de valeur, il intègre une dimension affective, c'est-à-dire qu'il va provoquer soit de l'attirance ou soit du rejet. Et vous voyez, avec ce petit exemple que je vous ai mis sous la forme du dessin, on voit bien ce monsieur dans l'ascenseur qui a des stéréotypes sur les compétences des femmes. Pour lui, donc apparemment, il est persuadé que les femmes n'ont pas les compétences pour tenir des postes de direction, par exemple, ou de travailler sur des postes avec des tâches techniques. Et forcément, donc, il croit que cette personne, il est persuadé même que cette personne voilà, ne peut être que secrétaire ou éventuellement travailler à l'accueil de l'entreprise. Voilà pour le préjugé. Donc, si on veut résumer, le préjugé, c'est un jugement qui est porté sur une personne précise et qui est identifié comme appartenant à un groupe. Alors, il découle du stéréotype et autant le stéréotype est général et généralisé, autant le préjugé, il est individuel, il porte sur une personne. Donc, voilà. Pour résumer, donc, le préjugé découle du stéréotype, c'est un jugement porté sur une personne que l'on identifie comme appartenant à un groupe ciblé. Et si je mets en œuvre ce préjugé, donc je porte un jugement sur la personne, notamment ici, ça peut être sur des compétences que la personne, que j'imagine que la personne a, mais sans connaître cette personne. Regardons un petit peu comment on passe du stéréotype au préjugé. Je reprends deux stéréotypes. Le premier, donc, je suis persuadée qu'un homme aura plus de poigne pour animer une équipe difficile, gérer des publics agressifs. Si je reçois le CV d'une femme pour un poste de chef d'équipe dans un atelier, et si je crois si j'ai cette croyance, si j'ai ce stéréotype, eh bien, je vais porter un jugement sur cette femme que je ne connais pas, dont j'ai le CV sous les yeux, et je vais me dire qu'elle n'arrivera pas à s'imposer dans l'atelier où il y a une majorité d'hommes. Et donc, du coup, le préjugé peut entraîner, comme on l'a vu la semaine dernière, un acte discriminant, c'est-à-dire que je colle à ce préjugé et donc je vais choisir d'écarter la candidature de cette personne. Et là, je serai discriminant puisque je ne vais porter aucune attention aux compétences de cette personne. Mais je vais systématiquement rejeter son CV sans un regard aux compétences, à la motivation, à ses savoirs, savoir-être, etc. Deuxième exemple, qui concerne ici les compétences dites naturelles, qu'on a encore très, très souvent tendance à coller aux hommes ou aux femmes. Donc, le sens du détail, l'empathie, l'écoute sont des compétences féminines. Donc, si effectivement je crois à ça, si j'examine la candidature d'un homme à une formation dans les services aux personnes,
je vais être forcément très, très sceptique, je vais avoir des doutes quant à sa capacité à s'occuper de personnes âgées, puisque je suis persuadée que les hommes n'ont pas ce sens de l'empathie, de l'écoute qui peuvent être nécessaires pour s'occuper de personnes. Donc, voilà comment on passe du stéréotype au préjugé. Donc, en résumé, le stéréotype, c'est une image figée qui va généraliser, et le préjugé, un jugement que l'on va porter sur une personne, a priori sans la connaître, et donc ce processus-là peut mener à la discrimination qui, au sens de la loi, la discrimination au sens de la loi, on l'a vu la semaine dernière, donc c'est un acte en fait. Un exemple très très complet, un dernier exemple, un exemple complet et concret pour illustrer le mécanisme qui va donc du stéréotype à un propos discriminant ici. Donc, mon stéréotype, ma croyance, je suis persuadée que pour être conducteur poids lourd, il faut être très fort et résistant physiquement. Donc, je rencontre une femme qui souhaite passer un permis poids lourd. Donc, je la rencontre, je me rends compte qu'elle est mince, qu'elle n'est pas très grande. Et donc, comme j'ai cette certitude, je me dis que cette personne n'aura pas la force nécessaire pour exercer ce métier. Et donc, je lui dis, excusez-moi pour la faute d'orthographe, donc je lui dis qu'elle n'a pas les compétences requises pour ce métier, en l'occurrence la carrure ici. Et si je lui dis ça, effectivement, je peux tomber rapidement vers un acte, vers une discrimination, vers un acte qui sera celui de refuser son dossier pour qu'elle puisse passer son permis poids lourd. Voilà pour résumer ce processus de la catégorisation à la discrimination. Et c'est vraiment important de comprendre ce mécanisme et d'en avoir conscience, parce que ça va permettre de prendre du recul et de s'interroger à un moment donné, d'être vigilant en fait dans ces pratiques pour le recrutement. Je m'arrête un petit moment s'il y a des questions par rapport à cette première partie. Non, rien de particulier? Non, merci. Ok. Alors, on va passer à la deuxième partie et on va voir combien il est important de prendre du recul par rapport à ce mécanisme-là. Parce que le stéréotype, le stéréotype et le préjugé peuvent vraiment biaiser le recrutement. Ce qu'il faut savoir, même encore une fois, si on n'en a pas l'intention, on a tous et toutes tendance à faire ce qu'on appelle des associations. Alors, tout d'abord, lorsqu'on réfléchit à un recrutement, même avant d'avoir rencontré la personne ou même avant d'avoir reçu le CV, on a, sans le vouloir et sans en prendre conscience, peut-être associé des caractéristiques précises au poste pour lequel on recherche une personne. Après, ce mécanisme d'association, il va s'accentuer lorsque, bien sûr, on va recevoir le CV. À ce moment-là, les stéréotypes vont s'inviter et on peut avoir des préjugés sur la personne dont on découvre le CV avant même de la rencontrer. Et puis, ces préjugés, ils vont s'accentuer lors de l'entretien. Et ce qui est dommage là, c'est que vraiment, on peut passer à côté du candidat ou de la candidate qui a les compétences que l'on recherche, parce que le stéréotype et ensuite nos préjugés vont prendre le dessus, vont être les plus forts en fait. Donc, c'est vraiment nécessaire de fuir les associations parce qu'on peut être amené à les faire très, très facilement. Donc, à donner un sexe, un âge, une apparence physique, une couleur de peau à un poste, avant même d'avoir engagé le processus de recrutement.
Alors, quelques exemples d'associations à ne pas faire. Ne pas se dire qu'une personne de plus de 50 ans est forcément moins dynamique qu'une personne plus jeune. Ça, essayez de ne pas penser ce genre de choses. Si vous recherchez une personne qui a déjà une expérience sur le même type de poste, ça ne signifie pas obligatoirement une personne, par exemple, qui a un certain âge, donc par exemple de plus de 40 ans. Si le poste que vous proposez implique des déplacements pour des réunions, ne pas écarter par exemple les femmes systématiquement en pensant que si elles ont des enfants, ce sera compliqué et qu'elles ne seront pas disponibles. Un autre exemple, si vous avez un poste en maintenance informatique à pourvoir, ne pas donner de sexe masculin à ce poste et ne pas oublier effectivement que les femmes ont toute leur place dans ce domaine, donc ne pas penser tout de suite forcément à un homme. Donc, pour résumer, dynamique ne va pas signifier forcément jeune, origine étrangère ne va pas signifier forcément sans diplôme. Si vous recherchez une personne plutôt qui a des capacités à mener un groupe, donc leader ne renvoie pas forcément à un homme. Comme on l'a vu dans les exemples précédents, femme ne signifie pas non disponible ou souvent, très souvent absente. Alors, pour ne pas tomber dans le piège de ces associations, il peut être efficace de mettre en place des procédures bien précises. J'insiste sur le précis, dans votre processus de recrutement, qui vont vous permettre d'obtenir des informations sur l'adéquation entre les compétences que vous recherchez et celles dont dispose le ou la candidate qui vous envoie votre CV ou qui se présente à vous lors de l'entretien. Très, très important, donc rien, encore une fois, de magique ou d'extraordinaire, des procédures qui sont à la portée de tous, mais auxquelles on va se tenir rigoureusement pour tenir à distance ce mécanisme d'association, en fait. Alors, pour être un maximum neutre et ne pas tomber dans ce piège de stéréotypes et de préjugés, il y a trois mots-clés. C'est une procédure de recrutement objective, transparente et traçable. On verra pourquoi le traçable un petit peu plus tard, mais traçable parce que vous devez prouver que votre système de recrutement n'est pas discriminant. Deuxième chose qui peut paraître très évidente, mais que je rappelle quand même et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les candidats, et ça la loi le dit clairement, doivent être sélectionnés sur la base de compétences professionnelles précises, donc des compétences techniques, des compétences comportementales, et que ces compétences, elles doivent être toutes en lien avec le poste que vous proposez. Alors, pour garder ce cap et ne pas se laisser influencer par nos préjugés, c'est vrai qu'il faut essayer d'être vigilant vraiment à toutes les étapes du recrutement, et ceci jusqu'au bout et jusqu'à la gestion des refus, et on en parlera à la fin. Alors, on va voir les différentes étapes de la procédure de recrutement et ce que l'on peut mettre en place à chaque étape pour rester le plus neutre possible et, encore une fois, mettre à distance ces associations que l'on peut faire spontanément sans s'en rendre compte et sans le vouloir. Alors, la première étape, bien sûr, lorsque vous avez un poste à pourvoir, c'est l'analyse des besoins. Très, très important d'analyser vos besoins. Donc,
bien sûr, de définir votre poste, donc son activité principale, les missions que vous mettez dans ce poste ou les tâches, la formation que vous recherchez pour pouvoir exercer ces missions et ces tâches, l'expérience, et puis toutes les compétences techniques, les compétences comportementales qui vont être vraiment nécessaires, indispensables à la bonne réalisation des tâches et des missions que vous donnerez à la personne que vous allez recruter. Donc, ça nécessite vraiment de lister des tâches bien précises, des savoir-faire bien précis, des savoir-être nécessaires à la réalisation de toutes ces tâches. Lorsque vous aurez bien cerné précisément tous ces éléments-là, la deuxième étape arrive et c'est la rédaction de votre offre qui va être écrite grâce à la fiche de poste que vous avez réalisée. La fiche de poste reste vraiment la référence en la matière pour rédiger votre offre. Alors, pour la rédaction de l'offre, 4 conseils très simples, mais qui peuvent encore une fois vous permettre de rester neutre. Donc, on l'a dit, rédigez l'offre à partir de la fiche de poste pour que vous soyez vraiment en cohérence avec les exigences du poste que vous avez définies. Quand c'est possible, à chaque fois que c'est possible, utilisez ce qu'on appelle un vocabulaire épicène pour ne pas donner de sexe au poste. Donc, un vocabulaire épicène, c'est des mots dont la forme ne varie pas. Par exemple, efficace, habile ne varie pas du masculin au féminin. Et puis, pensez bien à réfléchir à l'intitulé des postes. Donc, par exemple, si vous avez un chauffeur à recruter, le chauffeur, alors c'est vrai que comment dire, le féminin des noms de métiers est quelque chose d'assez récent. Enfin, c'est dans les années 80 qu'on a commencé à réfléchir à ça et qu'il y a eu des lois là-dessus, sur la féminisation des noms de métiers. C'est vrai qu'il y a des noms de métiers au féminin qui sont peut-être pas très heureux ou qui sonnent un peu bizarrement, mais on peut toujours trouver des façons de dire les choses. Donc, chauffeur peut devenir conductrice ou peut devenir agente de conduite, mais bien veiller à toujours mettre le pendant féminin, ça c'est important. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de rédiger votre offre, même avant la rédaction de l'offre, mais de travailler sur la définition aussi du poste en binôme, femme-homme. Et puis, évidemment, ne pas faire apparaître, mais ça vous l'avez compris la semaine dernière, ne pas faire apparaître sur votre offre d'emploi un des critères interdits par la loi, sauf cas particulier. On peut penser par exemple à des contrats aidés où effectivement ces contrats aidés vont viser une tranche d'âge bien précise. Voilà, mais ça ne reste que des cas particuliers. Tous les critères interdits par la loi n'ont rien à faire dans une offre d'emploi. Lorsqu'on a fait tout ça, on va bien sûr recevoir des candidatures et il va falloir traiter ces candidatures. Alors, pour traiter les candidatures d'une façon égalitaire, sans discriminer, ce qui peut être bien, c'est de faire une grille de sélection précise qui va reprendre les savoir-faire et les savoir-être précis nécessaires à la bonne tenue de votre poste et que vous avez défini tout au début lorsque vous avez défini le poste en fait. Donc vous reprenez tous ces critères-là et puis vous reprenez un par un vos CV et à chaque fois vous notez si effectivement la personne semble avoir ces critères que vous jugez nécessaires à la bonne tenue du poste pour vraiment justifier objectivement la sélection ou la non-sélection. Et donc, à la fin, vous allez sélectionner un certain nombre de candidats qui vont remplir, objectivement, encore une fois, tous les critères que vous jugez nécessaires à la bonne tenue du poste. L'étape qui suit, c'est bien sûr, ça va être l'entretien.
vous avez sélectionné un certain nombre de candidats et l'heure de l'entretien arrive et l'entretien, bien sûr, ça se prépare, notamment avec quelques petites choses très simples. Vous allez peut-être travailler sur une trame avec des questions. Donc, des questions qui vont porter encore une fois sur ces savoir-être, sur ces savoirs, sur les savoir-faire que vous avez identifiés précisément pour ce poste, des questions sur l'expérience, sur la motivation, bien sûr, en lien, encore une fois, en lien direct avec le poste, et puis aussi des questions de mise en situation. J'y reviens, je vais vous donner quelques exemples juste après. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est fixer un temps maximum pour chaque entretien et s'y tenir. On va accorder, pour être sur cette dynamique égalité, accorder le même temps à chaque candidat. Et puis, ce qui peut être bien aussi, c'est de mener, quand c'est possible, l'entretien à 2 personnes, si c'est possible, de sexes différents. Et puis, bien sûr, n'aborder en aucun cas, via des questions, tout ce qui concerne la vie personnelle du candidat ou de la candidate qui est en face de vous, parce que, effectivement, voici un article du Code du travail qui rappelle bien cette interdiction. Les informations demandées sous quelque forme que ce soit au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Voilà ce que dit le Code du travail pour revenir à ce que je viens de vous énoncer. Je reviens donc, enfin, je continue sur les questions interdites ou les questions à ne pas poser. En voici quelques-unes. Donc, pensez bien à ces critères prohibés par la loi. Construisez bien votre entretien autour des questions qui concernent encore une fois la formation, l'expérience, la motivation et tous les savoirs qui sont nécessaires pour la bonne tenue du poste. Et excluez toute question sur la vie personnelle du candidat. Je vais reprendre un petit peu ces différents critères que vous pouvez aborder lors de l'entretien. L'expérience, je vous donne à chaque fois quelques questions que vous pouvez poser. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les expériences professionnelles que vous avez eues? Vous indiquez que vous avez fait un stage à tel endroit. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette expérience? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié sur le poste que vous avez tenu dans telle entreprise? Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté en termes de savoir-être, de savoir technique? Sur les compétences professionnelles, vous pouvez poser des questions comme quelle maîtrise, quelles compétences clés faut-il avoir à votre avis pour occuper ce poste? Alors, je reviens aux questions de mise en situation que j'ai mentionnées tout à l'heure. Vous pouvez demander si vous aviez à, et là, voilà, parler d'une situation précise, comment est-ce que vous procéderiez? Que feriez-vous dans telle situation précise? Si vous rencontriez le problème suivant, si vous êtes retenu, quelles innovations, quelles modifications, quelles techniques nouvelles vous pourriez nous apporter, comment vous feriez si vous aviez une décision technique ou organisationnelle très importante à prendre dans tel contexte. Voilà, essayez de rapporter aussi les questions au poste que le candidat ou la candidate pourrait être amené à occuper. Vous pouvez poser des questions sur la personnalité professionnelle, comment vous décrivez-vous sur le plan professionnel, quels sont vos points forts et qui pourraient présenter un atout par rapport au poste que l'on vous propose, sur quel point estimez-vous devoir progresser, toujours en lien avec le poste que vous proposez. Et puis voilà, la motivation avec des questions comme pourquoi vous souhaitez intégrer notre équipe, notre structure, notre entreprise, qu'est-ce qui vous a attiré dans notre annonce, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce poste ou pour cette fonction. Voilà pour des exemples de questions que vous pouvez poser qui restent vraiment en lien avec le professionnel et encore une fois, vraiment à personnaliser en fonction du poste que vous proposez.
Et puis, la dernière étape à ne pas négliger dans tout ce processus, il faut être très rigoureux et très précis, c'est la gestion des refus. Alors, tout d'abord, il est très, très important de répondre aux candidats ou aux candidates non retenus et répondre avec des arguments objectifs parce que les candidatures non retenues à ce stade l'ont été, doivent l'être pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'adéquation entre le CV et l'offre, entre la personne et l'offre, c'est-à-dire que la personne ou le CV, si vous n'allez pas jusqu'au processus de l'entretien, le CV ou la personne n'indique pas un certain nombre de critères qui sont vraiment exigés pour le poste. Il faut répondre aux candidats non retenus lorsqu'une offre a été déposée et bien penser à archiver les dossiers qui vont contenir les motifs de refus. Encore une fois, des motifs très, très précis avec des arguments objectifs qui vont expliquer clairement pourquoi le candidat ou la candidate n'a pas été retenu en lien avec les tâches du poste, les tâches requises pour le poste. Et puis, il est très, très important de garder les traces de recrutement, notamment donc ces candidatures que l'on n'a pas retenues, puisque le délai pour pouvoir porter plainte pour discrimination au pénal est de 3 ans, pour une discrimination à l'embauche, et de 5 ans au civil. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir une traçabilité jusqu'au bout, jusqu'à la gestion des refus, et de garder trace du recrutement, du processus et de cette gestion des refus. Donc voilà, en résumé pour cette deuxième partie et pour conclure, en fait, il est vraiment important, impératif dans un processus de recrutement d'avoir une pleine conscience d'abord du rôle des représentations. Ça, c'est très important. Et puis, de mettre en place en situation professionnelle et à chaque fois qu'une décision doit être prise, mettre en place un double processus, c'est-à-dire essayer de neutraliser ses propres préjugés, de faire fi des stéréotypes et d'utiliser des supports très précis, très techniques qui vont vous permettre d'objectiver vraiment les critères qui vont fonder votre décision par rapport à un recrutement. Voilà ce que je voulais vous dire qui me paraissait important pour compléter la première partie de la semaine dernière sur les discriminations. Alors effectivement, il n'y a rien de révolutionnaire, rien d'extraordinaire, mais ce sont des choses simples, je pense, qui sont vraiment à la portée de tout le monde et qui peuvent vraiment être efficaces pour se prémunir de ces associations que l'on peut faire et qui vont pénaliser des personnes qui pourraient avoir leur chance pour un poste et qui vont pénaliser aussi l'entreprise parce qu'encore une fois, ce processus d'association peut vous mener à passer à côté d'une personne qui correspondrait vraiment au profil que vous recherchez. Voilà. Merci Sophie. Je ne sais pas s'il y a des questions, des demandes de précision de la part des participants. J'ai essayé d'être simple, vraiment simple, précise et voilà, encore une fois, c'est vraiment pas des choses qui sont compliquées à mettre en place et que vous faites peut-être. Et alors, si vous les faites, il faut vraiment maintenir ce processus qui est vraiment une des meilleures pratiques pour vraiment rester voilà, prendre du recul par rapport à ces
ces stéréotypes. Tout à l'heure, je vous disais que tout le monde a des stéréotypes et même moi qui vraiment baigne dedans, là-dedans, je me surprends à en avoir, mais vraiment, enfin vraiment pour la petite anecdote, je vais pas vous raconter ma vie, mais un jour, je cherchais un professionnel. Ouais, j'ai des allergies et je cherchais un professionnel, le professionnel de santé que je voyais me convenait plus. Et puis je cherchais quelqu'un et donc voilà, j'avais trouvé les coordonnées d'un autre allergologue. Et puis je suis allée voir sur Internet pour avoir, je ne sais plus si c'était le numéro de téléphone, enfin bref, voilà. Et je suis arrivée sur un site où il y avait la photo de la personne, du médecin en fait, et c'était une personne qui devait avoir pas loin de 60 ans. Et l'espace de quelques secondes, dans ma tête, je me suis dit, oh là là, non mais c'est une personne qui est presque 60 ans et qui peut-être ne connaît pas les dernières nouveautés en termes d'allergie, etc. Et peut-être que, enfin voilà, enfin j'ai fait un raccourci par rapport à l'âge et l'espace de quelques secondes, je me suis dit, ben voilà, en fait, je me suis dit, il va pas être performant, il va pas, voilà. Mais même quand on est vraiment dedans et qu'on en a conscience, on peut être attrapé par ces stéréotypes. Donc, vigilance, vigilance. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, je ne sais pas, est-ce que vous avez des remarques, des questions en particulier? Sinon, on va mettre fin à la web rencontre, sachant que comme la précédente, elle sera disponible aussi sur la chaîne YouTube pour pouvoir la partager, la revisionner, et puis qu'on vous enverra aussi le support de la présentation. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que je Et pense puis, moi, je qu'après, me tiens à disposition après. Hein. oui. Et puis je pense qu'après, c'est aussi voilà, Je la me tiens à responsabilité de chacun de disposition. pouvoir justement faire passer le message, faire passer l'information, répéter Aussi, des choses qui sont peut-être c'est considérées ça. parfois comme des évidences, mais qui… C'est tout à fait ça, exactement, exactement. Et c'est voilà ce combat un peu contre les stéréotypes, c'est des petites graines qu'on sème tous les jours et voilà le fait effectivement, je pense comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'on a tous et toutes hein, un rôle à jouer là-dedans et qu'on peut en passant le message effectivement contribuer à donner moins de poids à ces stéréotypes et à nos préjugés. Eh ben, écoute, merci beaucoup Sophie. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine web rencontre. Voilà, et merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.